Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Aujourd'hui, Colline et moi vous laissons en compagnie de Sophie Wilford, vétote multicasquette et multinationale, pour une aventure vétérinaire 100% internationale. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Tristan Coustès. Bonjour Tristan. Bonjour Sophie. Alors Tristan, tu es diplômé de Alfort en 2015 et tu es aujourd'hui vétérinaire, ostéopathe, mais peut-être surtout chercheur. Chercheur, car tu es en quête. Après les premiers tumultes du quotidien de vétérinaire en France, tu ne cesses de t'interroger sur ton travail et l'éthique que tu voudrais y mettre. Ta formation d'ostéopathe est un premier pas de l'autre côté du miroir. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Alice au pays des merveilles, bien sûr. Tu y trouves des réponses, mais bien évidemment d'autres questions. Je saute quelques étapes pour dévoiler à nos auditeurs que la suite se passe en voyage. Un tour du monde alliant sac à dos, voilier et médecines ancestrales. Au bout de 8 mois, une petite pause en France et j'en profite pour l'enregistrement de ce podcast. Tristan, merci de nous accorder un bout de ton chemin. Alors je vais démarrer avec la première question traditionnelle, qui est bien sûr, pourquoi vétérinaire ? Et puis pourquoi vétérinaire ? Je pense que pour beaucoup de gens comme moi, je pense que ça a été un rêve d'enfant depuis tout petit. J'adorais m'occuper d'animaux, récupérer tous les petits êtres vivants dans le besoin, que ça soit les oisillons, les petits têtards, tous les animaux, les écureuils. J'avais quand même accès à la nature, une enfance à la campagne et tout, donc ça a commencé là. Et puis au fur et à mesure des études qui ont été plutôt simples entre guillemets pour moi, c'est vrai que l'idée de la médecine est restée dans un coin de ma tête, le rêve de véto, les stages qui sont faits autour de tout ça. Et ça m'a amené assez logiquement vers ces études-là, on va dire. Et il y avait des vétérinaires ou des médecins dans ton entourage familial ? J'avais pas du tout de modèle dans la médecine, ni dans la médecine humaine, ni dans la médecine animale. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, c'était souvent les week-ends et les vacances chez ma grand-mère dans le pourtour toulousain, un petit peu dans la campagne et du coup dans le monde agricole entre guillemets, même si j'avais pas forcément les pieds à l'intérieur, tous les week-ends, le matin ou le soir, on allait chercher le lait pendant la traite, donc c'était la tête dans la bouse de vache pour aller récupérer le lait chaud et c'est des souvenirs que j'ai vraiment gravés dans ma tête. Quand j'arrivais à la campagne, je prenais ma grande bouffée d'oxygène en disant à tout le monde ça y est, ça sent la nature, alors ça sentait la bouse de vache. Enfin, pour moi, c'était vraiment un univers que j'aimais beaucoup et le vivant de manière générale. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément eu de modèle ni en véto ni en médecine humaine, quoi. Ok. Donc on va dire l'appel de la nature et du soin des animaux alors qui t'ont dirigé vers ces études. Ouais, c'est vraiment ça. Comment se passent tes études alors ? Du coup, au niveau des études,
On va dire que jusqu'à la prépa, ça a été plutôt comme sur des roulettes. J'étais bien accompagné à la maison. Je pense que j'avais des facilités aussi de mon côté. J'étais dans un groupe de potes hyper fusionnel, mais aussi travailleurs. Donc globalement, on s'engrainait plutôt vers le haut et collège plutôt tranquille, lycée. Je me reposais un peu sur mes lauriers, mais comme j'avais des facilités à l'oral, du coup, j'engrangeais tous les savoirs plutôt à l'oral. Je travaillais pas énormément. Et ensuite, du coup, se poser la question de savoir ce que je voulais faire après la terminale. Et comme j'étais quand même un peu feignant et qu'on m'avait dit veto, c'est quand même très difficile, il faut faire une prépa, pour rentrer en prépa, il faut avoir un super dossier, etc. J'étais pas forcément hyper motivé. Je me suis dit veto c'est super chouette et c'est mon rêve d'enfance, mais la médecine c'est quand même chouette. Et puis j'avais des potes qui voulaient faire médecine, donc je me suis dit pourquoi pas suivre les copains. Donc vraiment jusqu'au bout de la terminale, je me suis dit plutôt médecine humaine. Et c'est ma prof principale de physique, Madame Madeleine, et qui m'a bien motivé et qui m'a dit mais non, ça fait 1 an que tu me dis que tu veux être veto, pourquoi tu tentes pas? Et du coup quand je lui ai dit que je serais pas pris en prépa et que ça allait être trop compliqué, elle m'a un petit peu secoué les puces en me disant tente et tu verras bien quoi. Donc c'est un peu grâce à elle que j'ai tenté le dossier, que j'ai été accepté en prépa Oswil, qui est une prépa qui était un petit peu plus smooth, on va dire, que les grandes prépas Fermat et tout ça de Toulouse. Et du coup j'ai été admis en prépa. Et pour le coup la prépa ça a été un petit peu la descente aux enfers parce que la nouvelle liberté, le fait de partir un petit peu du nid aussi, d'avoir ma propre petite chambre étudiante avec tous les copains de prépa qui étaient aussi bien fêtards. Moi, ça a été une année où je me suis un peu découvert dans mon moi, commencer à me poser des questions sur moi et de découvrir ma vie, et ça n'a pas du tout collé avec l'intransigeance de la prépa, malgré le fait que cette prépa était quand même plus smooth. Plus après des problèmes perso qui ont été un peu plus compliqués à gérer émotionnellement sur cette première année de BCPST, qui a fait que j'ai un peu sombré, j'ai un peu lâché tout ça, mais du coup les profs de prépa m'ont réorienté, ils m'ont vraiment bien aidé sur cette année-là en me disant écoute, tu vas être veto, t'as les capacités, juste là t'as lâché pied, donc va vers ce cursus-là. Donc ils m'ont réorienté vers un BTS agricole qui avait aussi sur le site et qui permet de faire ensuite qui permet d'ouvrir à des prépas post-BTS IUT qui peuvent ouvrir les portes aux écoles veto. Donc j'ai continué sur cette voie-là. Ça m'a permis moi de prendre un petit peu en maturité aussi, de prendre du recul aussi sur ma vision de ce que je voulais faire plus tard. Est-ce que je voulais vraiment faire veto? Est-ce que c'est vraiment qu'un rêve? Du coup, j'ai continué pendant mon BTS à faire des stages en veto, donc veto rural à fond. Donc je me suis vraiment dit non mais c'est vraiment ça que je veux faire. Moi, je veux être au cul des vaches et je veux travailler dans la campagne et avec les animaux. Enfin, ça me faisait vraiment rêver, ça me mettait un petit peu des étoiles dans les yeux tout le temps. Du coup, ça m'a vraiment conforté et ça m'a redonné vraiment beaucoup d'énergie pour la prépa qui a suivi le BTS et voilà. Du coup, j'ai fait ma prépa vraiment à fond les ballons pour le coup, avec vraiment objectif veto. Mais en sachant que si j'avais pas veto cette année-là, je retenterais pas parce que j'avais vraiment marre des études en amont. Du coup, je me suis dit c'est soit veto, soit horticulture. Enfin vraiment, j'avais deux options différentes. C'était soit la nature avec les animaux, soit la nature avec les végétaux. Et j'ai intégré veto à Alfort. Et donc voilà, j'étais super content. Et ensuite, les études veto en soi, c'était très chouette. J'en garde de très bons souvenirs, des gros souvenirs de camaraderie, de copains et
ouais, de découverte aussi de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Enfin, moi, j'étais jamais vraiment trop parti de Toulouse. Là, je me retrouve projeté à Paris, à Maison Alfort, dans un gros complexe étudiant, avec une grosse vie étudiante dans laquelle j'ai complètement plongé, si ce n'est sombré. Et donc, on s'est créé une grosse famille de copains, et ça a été le début d'une très belle aventure à ce niveau-là. Après, niveau école et assiduité, c'était pas du coup trop au rendez-vous. J'avoue que je me suis tellement investi dans le monde étudiant que c'était un peu compliqué des fois de suivre assidûment les cours, les partiels et tout ça. Donc j'ai un peu galéré. J'avais pas énormément de vacances parce que toutes les vacances, j'avais des rattrapages, donc je passais mes vacances à essayer de bosser sur mes rattrapages. Mais voilà, moi je regrette pas du tout ces moments-là. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, avec mon recul, c'est pas, enfin, je regrette pas de pas avoir plus appris assidûment sur le moment. Enfin, moi, ça a été, voilà, l'école de la vie et l'école des copains. Après, au bout de 4 ans d'école, je pense que je commençais un petit peu à en avoir un petit peu marre. C'était un peu redondant. On faisait toujours un petit peu les mêmes choses et je voyais toujours un peu les mêmes personnes, et je crois que j'avais besoin de nouveau, de sortir un petit peu du monde veto dans lequel on était et dans lequel je m'étais moi-même plongé, hein, et comme j'avais aussi mon envie de travailler qui se faisait de plus en plus grande, j'ai décidé là à la 5e année de faire un tutorat et de rentrer dans mon sud-ouest, mon petit sud-ouest favori, et me rapprocher un petit peu de la famille, des amis que j'avais laissé par là-bas. Donc j'ai fait un tutorat dans le Lot-et-Garonne, et du coup voilà, ça a été un petit peu le moment charnière de ça y est, les études sont un peu terminées. Maintenant c'est le boulot, et du coup j'ai passé ma dernière année bien la tête dans le guidon, mais plutôt du coup en switchant faite avec travail, et la transition c'est super bien faite, et j'ai adoré ma dernière année de boulot, enfin d'école quoi, en tutorat. Voilà un petit peu le parcours. Très bien, merci. En plus, t'es très clair dans ce que tu nous évoques. On sent une petite période chenille, on va dire, jusqu'à la prépa, et puis un papillon qui vraiment s'envole pendant les études, puis une frénésie assez marquée vu ce que tu nous décris. Ensuite, transition vers la vie pratique. Tu le mentionnes brièvement, tu avais toujours envie de faire de la rurale. Tu t'es posé la question d'autres choses? Alors, je pense que les 3 premiers jours où je suis rentré en école veto, comme une grosse partie de la population vétérinaire de première année qui arrive, j'aurais bien eu envie de soigner les lions, les tigres et les girafes. Parce que mine de rien, c'est quand même un truc qui fait un peu rêver aussi. Mais bon, très rapidement, c'est ressorti. Je pense que, je sais pas, c'était une espèce d'un peu d'engouement, et ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouais, moi je travaillais en faune sauvage. Moi j'étais ah ouais, moi aussi, grave, j'ai trop envie. En soi, à l'intérieur de moi, ça faisait quand même longtemps que je voulais faire de la rurale. Non pas parce que je connaissais le milieu rural très bien, mais parce que je suis pas citadin, j'ai jamais aimé la ville, j'ai jamais aimé marcher dans la ville, j'ai jamais aimé vivre à la ville. Et pour moi, c'était la campagne. Et du coup, forcément, Veto Rural faisait partie intégrante de mon choix de vie, sans forcément du tout comprendre les tenants et les aboutissants du métier de vétérinaire rural. Je l'avais aperçu en stage, mais bon, stage de très jeune adulte, et du coup pas du tout conscient de toute la partie économique, éthique, et tout ce que peut engendrer le fait de vivre à la campagne, et de vivre à la campagne avec les animaux de rente. Donc ouais, l'idée c'était vraiment rural, et du coup tous mes stages d'école veto, je me suis toujours débrouillé pour faire de la rurale.
même les stages qui devaient pas être en clinique, je me suis toujours débrouillé pour me retrouver dans des structures rurales pour approfondir ça, quoi. Donc c'était vraiment, je l'avais en tête quasiment dès le début, et ouais, j'étais pas mal à fond, quoi. Ça manquait, ça, selon toi, ce que tu décris, ces parties, on va dire, plus propres au côté, entre guillemets, je vais dire business, économique de la rurale, comme cours, comme approche? C'est difficile à dire. Moi, de mon côté, j'essaye, parce j'en parle quand même pas mal avec les copains véto, de qu'est-ce qui pourrait être apporté en plus dans notre cursus vétérinaire pour nous donner plus d'outils et surtout plus de connaissances sur la réalité du métier quand on commence à travailler. Et c'est pas forcément évident. Je pense qu'on a quand même on a beaucoup de connaissances qui nous sont apportées sur les 4 ans de tronc commun et qui ont leur place. Mais c'est vrai que en termes de réalité du métier, j'ai l'impression qu'on nous en parle un tout petit peu en 5e année, vite fait dans le tronc commun de 5e année, où on est toute spécialisation entre guillemets confondue, où on te parle un petit peu de la réalité économique et sociale, de tout ce qui est difficulté psychologique, mais c'est trop survolé, et à ce moment-là de l'année, en plus, c'est un peu l'effervescence. Nous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés un amphi tous ensemble, donc c'est presque, on s'en fout presque un petit peu. Enfin, je parle de moi, mais moi, je m'en foutais un petit peu du sujet qui était apporté là. C'est vrai que ça me rentrait par les oreilles, ça sortait par l'autre. Donc c'est vrai que j'ai du mal à dire il en faudrait plus, parce que je sais qu'il y en a, mais je pense qu'il en faudrait peut-être que ce soit apporté un petit peu tous les ans dès la première année sur plus sur la réalité du travail, et pendant les stages peut-être amener les étudiants à parler plus de la réalité avec l'éleveur ou avec le véto canin si les gens sont en clinique canine, mais essayer d'aller instaurer un discours direct sur les réalités économiques, sur les réalités éthiques, sur l'engagement du vétérinaire, la fatigue psycho-émotionnelle qu'il peut avoir. Enfin, tous ces sujets qui en fait ne sont pas du tout abordés, je pense, dans les stages, et que moi après, en tant que vétérinaire, plus tard, ensuite dans mon cursus, j'ai switché en canine, mais quand j'étais vétérinaire et que j'avais des stagiaires vétérinaires, je prenais le temps d'en parler avec eux, et je trouvais qu'ils étaient hyper réceptifs et hyper intéressés et hyper contents qu'on puisse parler aussi, pas forcément que des pathologies, et de se prendre un peu le chou sur diagnostic différentiel de cette pathologie, qu'est-ce que c'est, tu peux m'en dire plus, machin, mais plutôt recibler sur OK, quelles sont tes attentes du travail, qu'est-ce que tu penses pouvoir supporter en termes d'éthique, de stress au travail, de stress avec les propriétaires, comment tu vois justement ce rapport au propriétaire, est-ce que tu aimes le social? Enfin, tu vois, je posais plus de questions personnelles, et les quelques stagiaires que j'ai eus m'ont remercié de ça, parce que ils avaient pas forcément ça à l'école non plus. Donc je pense que ouais, ça manque à l'école, mais malheureusement j'ai pas forcément de solution à donner en mode grand sage, c'est comme ça qu'il faut l'apporter, mais je pense que ça manque énormément, et on en reparlera après, mais avec le recul que j'ai avec l'ostéo et les gens qui sont venus ensuite après en études d'ostéo, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus très rapidement de leur métier de vétérinaire, pour des jeunes vétérinaires. Donc je pense que c'est assez parlant, et c'est témoin d'une souffrance qui n'est pas du tout conscientisée pendant les écoles. C'est une excellente transition d'ailleurs, parce que toi-même très rapidement, tu te retrouves confronté à des difficultés tout au début de ta carrière, au point même de faire une pause carrière dans une chocolaterie. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ouais, carrément.
Ouais, moi du coup, après mon tutorat, qui s'est terminé au final un petit peu en nœud de boudin parce que donc j'étais à fond en rural et puis la clinique avec laquelle j'étais en tutorat m'a renvoyé sur un petit cabinet qui venait de racheter en me disant si tu vas faire de la rurale à fond parce que ce veto il fait de la rurale. Je me retrouve à faire plutôt de la canine, donc j'étais un petit peu déçu. J'avais ma thèse à terminer, donc je me suis dit bon, j'arrête ce boulot en CDD, je vais faire ma thèse et direct après ma thèse, boum boum boum, je recherche du boulot. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fini ma thèse comme d'habitude ric-rac dernier jour avant de pouvoir rendre une thèse. Et ni une ni deux après avoir validé cette thèse, je me suis mis en recherche frénétique de boulot. Donc en rural, dans la région toulousaine, et je cherchais un petit peu tout et n'importe quoi parce qu'il y avait pas énormément non plus de propositions dans la région toulousaine proche. J'aurais pu repartir en Aveyron ou un petit peu plus au nord, dans des lieux qui sont un petit peu plus ruraux. Mais bon, à l'époque, je cherchais quand même plutôt dans la région toulousaine. J'avais ma famille, mes amours, donc c'était plus facile pour moi. Et du coup, j'ai trouvé un poste en frontière ariégeoise dans une structure mixte, rurale canine, mais le poste qui m'était proposé était un poste quasi rural à 100%, avec des gardes, donc il fallait que je fasse de la canine, mais comme j'avais fait de la canine aussi en tutorat, je me sentais quand même prêt pour faire ça. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris. Donc c'était un veto proche de la retraite qui était tout seul, qui était à la base avec 2 associés. Les 2 associés étaient partis au fur et à mesure. Lui ne pouvait plus faire les gardes, donc c'était que les salariés qui faisaient les gardes. Et les 4 salariés, dans les 4 salariés qu'il avait, donc on était 3 très jeunes à sortir de l'école et une veto qui venait de reprendre après, il me semble, 15 ans d'arrêt pour être avec ses enfants. Et du coup, on était une équipe qui s'entendait super bien. Enfin, en tout cas, les salariés, on s'entendait super bien. Et on était toujours là les uns pour les autres, mais en termes de confiance en soi, dans la médecine, qu'elle soit rurale ou canine, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. On se découvrait un petit peu tous, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à faire de la rurale, pas du tout pareil que lorsque j'étais en tutorat. Enfin, il y avait quand même beaucoup plus de chirurgie, de césarienne. Moi, j'avais quand même quasiment pas été formé en césarienne parce que le veto qui me tutorait faisait quasiment tout. Toute son obstétrique, il évitait au maximum la chir parce qu'il aimait pas ça. Et ça passait très bien tout seul chaque fois. Donc j'ai été grave formé à ça, mais là-bas, c'était pas les mêmes formats de bêtes. Ça partait souvent césarienne. Donc moi j'étais assez traumatisé de la césarienne. Le veto qui m'avait engagé voulait me former, mais en fait, il était jamais trop présent pour la formation. C'était d'autres vétos qui me formaient, mais du coup ces jeunes vétos qui étaient aussi eux dans des angoisses personnelles. Donc au final, le suivi il a pas été bien. Là, j'ai commencé à récupérer beaucoup d'angoisse à ce niveau-là. Et j'étais le seul du coup à temps plein, les autres étaient à temps partiel, donc je me suis retrouvé à faire beaucoup de boulot qui était même extra scolaire, on va dire, à m'occuper des lignes internet, des machins, des trucs, et avec un veto avec un patron qui m'a initié, on va dire, à toutes les manigances qui peuvent être possibles dans le milieu du travail. Et moi, très naïf, qui disait un petit peu oui à tout. Donc c'était t'es pas forcément payé ce mois-ci ou t'es pas forcément payé comme ça, mais on va s'arranger le prochain mois. Enfin, que avec des micmacs. Et du coup, moi je faisais confiance. Donc à un moment, il y a un moment où ta confiance elle diminue. Puis pas de support psychologique sur le boulot. Il m'avait aussi vendu, il était ostéopathe, donc il avait fait une formation d'ostéopathe humaine, lui. Et il m'avait dit qu'il me formerait aussi en ostéopathie si ça m'intéressait. J'en ai pas vraiment vu la couleur. Et du coup, au fur et à mesure, ça m'a un peu démotivé. Je commençais vraiment à perdre confiance en moi. Toutes les gardes étaient sujets à beaucoup de stress. Je me réveillais toutes les 10 minutes avec la boule au ventre, avec vraiment l'envie de pleurer. Je redoutais le moment où ce téléphone allait sonner. Et au bout de
7 mois, je crois, de boulot. Vraiment, j'en pouvais plus. J'avais mes parents au téléphone, mes amis au téléphone, en pleurs, et c'est eux qui m'ont dit mais il faut que t'arrêtes là, ça va pas. Du coup, ça s'est un peu arrêté comme ça. Je suis allé voir le veto pour lui dire que j'avais besoin d'arrêter, que j'arrêtais le travail. Donc lui, il a essayé de me garder en me promettant des trucs. Donc là, moi, j'avais plus du tout confiance en lui, donc c'était niette. Et du coup, c'est parti un petit peu en cacahuète parce que moi, je savais pas comment on arrêtait un contrat. Visiblement, lui non plus. Donc, on a fait une sorte de papier recommandé. Sauf que en fait, j'avais pris des jours de congé en trop. Enfin, le gros délire de la convention collective au forfait jour, où quand c'est ta première fois, tu comprends absolument rien comment ça se passe. Et c'est là où je me suis rendu compte que ni les vétos, ni les comptables, ni les salariés ne comprenaient cette convention. Heureusement que j'avais une amie salariée avec moi qui était quand même un petit peu plus au taquet et qui avait quitté le navire juste avant moi et qui m'a bien expliqué tout ça. Et du coup j'ai réussi à partir dans les temps, mais du coup le patron m'a collé un petit peu le stress en me disant qu'il allait suivre un procès au prud'homme parce que j'étais parti sans fermer quelques jours de travail. Enfin, du coup, il m'a un peu traumatisé. Au final, je me suis renseigné avec des gens qui faisaient de la loi, qui m'ont dit non mais là il a halluciné, ça va pas passer, donc sois tranquille. Mais du coup, pendant 3 ans quand même, ou pendant 2 ans, je sais plus, j'avais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant en fait, s'il se réveille et qu'il veut faire un procès ou quoi que ce soit, potentiellement il peut m'arriver quelque chose. Enfin, j'étais vraiment pas tranquille. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu du travail. Donc assez traumatisé de l'organisation d'un contrat, de l'organisation du temps de travail, plus trop de confiance non plus aux vétos et en leurs paroles, parce que entre le tutorat où on m'avait promis de la rurale, où finalement j'ai fait de la canine dans un petit truc avec zéro matériel, à devoir me débrouiller, et moi quand on me dit fais ça, je le fais et je trouve des solutions pour le faire, mais du coup c'est pas des solutions qui sont viables. Et en parlant avec les gens autour de moi, ils me disent non mais personne ne voudrait faire ça dans sa vie, donc c'est gentil de vouloir aider, mais il y a un moment où tu prends trop sur toi. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je disais trop oui et que j'avais plus confiance au patronat, on va dire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit j'arrête. J'étais dans une transition psychologique aussi, éthique, vis-à-vis du mode d'élevage, où j'avais vu des modes d'élevage un petit peu, et je me suis dit en fait moi c'est pas comme ça que je veux travailler. Je voyais plus vraiment trop l'intérêt de soigner comme on me proposait de soigner, et avec la possibilité des agriculteurs de comment ils peuvent soigner avec les moyens qu'ils ont pour derrière consommer. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mélangées. Du coup, je me suis dit j'arrête veto. Déjà, je pense que là c'est pas pour moi. J'arrête veto et j'arrête de consommer de la viande. Et du coup, j'ai tout arrêté un petit peu du jour au lendemain. Et du coup, c'est là où je suis parti. J'avais à ce moment-là un très bon ami qui développait sa chocolaterie, qui était en train de monter sa chocolaterie. On arrivait pour les fêtes de fin d'année. Du coup, je suis allé bosser avec lui, et j'ai passé 6 mois avec lui à rigoler, à faire du chocolat, à me changer les esprits. Et du coup, pendant les fêtes de Pâques, quand j'étais en train de préparer les poules en chocolat, les lapins en chocolat, les vaches en chocolat, les cochons en chocolat, à leur dessiner des trucs sur le corps, en me disant mais j'aime bien faire ça, mais quand même je préfère quand les animaux sont vivants. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit attends, je vais pas abandonner à cause de quelques mauvaises expériences. Je pense que ça vaut pas le coup. Et c'est là où j'ai remis le pied à l'étrier grâce à un autre veto qui m'a contacté et qui m'a proposé de revenir un petit peu dans le monde du travail un peu plus calmement, on va dire.
C'est très intéressant ce que tu dis et ce que tu as fait. T'es pas la première personne à parler sur ce podcast de finalement d'un arrêt, d'une rupture quasi complète avec le métier pour ensuite redémarrer. Est-ce que tu penses que alors difficile évidemment peut-être de répondre à cette question, mais est-ce que tu penses que sans cette rupture, tu serais reparti aussi bien dans le métier ou vers le métier? C'est difficile à dire. Je pense que ça aurait peut-être pas été aussi brutal, mais tel que je me connais et tel que j'avais envie de faire ma médecine, je pense que j'aurais été amené un jour ou un autre à revoir cette profession et comment je veux la faire. Donc je serais pas étonné dans un univers parallèle de me voir faire toujours de la médecine, mais très différemment et avec, il y aurait eu très probablement une décroissance dans ma pratique classique, on va dire, et je serais allé vers de la médecine alternative, à mon avis, parce que déjà cette éthique-là et la manière de travailler que j'avais à l'école Veto, je me rappelle que à l'intérieur de moi, je me disais, il faut pas que je parle trop de ce que j'ai dans la tête et de comment je vois la médecine. J'avais un petit peu cette espèce de peur qu'on me voit comme un petit bisounours et que à l'école Veto, quand tu fais de la rurale, il faut être un bonhomme. Alors déjà, j'avais des étiquettes de pas bonhomme, mais en plus de ça, quand tu fais de la rurale, je me disais, il faut que je sauve les meubles en acceptant un petit peu la manière dont on me propose la médecine de rente, mais avec ce truc du quand je serai sur le terrain, ce sera moi qui déciderai et je ferai comme je veux. Sauf que ça s'est pas passé comme ça et évidemment que ça s'est pas passé comme ça parce que t'es pas le seul des décisionnaires de la médecine quand t'es sur le terrain. Mais oui, quand je me suis retrouvé en Ariège dans des élevages avec des éleveurs qui ont pas un rond ni pour la prévention ni pour le traitement, qui te disent ah mais non mais là l'anti-inflammatoire ça va pas être possible parce que j'ai pas de thunes, ou ben là cette vache il va falloir l'euthanasier parce que j'ai pas les moyens d'eux, ou ce veau on va le tuer parce que machin. C'est là où je me suis dit ok, en fait moi je suis juste la petite main qui fait. J'avais la sensation de pas du tout avoir de poids sur leur choix et leur manière de faire. Pourtant, on a essayé de leur apporter du préventif, de l'alimentaire, tout ce qui va être parasito et mode d'élevage, etc. Mais ça prenait pas parce que je pense qu'en Ariège aussi c'est une région qui a pas beaucoup d'aide au niveau régional comparé à d'autres endroits où j'ai d'autres potes qui bossent et qui me disent si nous on a des aides pour ci pour ça et nous c'est pas hyper développé. Donc je pense que au fur et à mesure j'aurais été quand même très déçu de la manière dont je fais moi la médecine. J'aurais peut-être ce serait peut-être pas venu de douleurs patronales ou de mauvaises rencontres patronales, mais ce serait peut-être venu de comment je peux faire la médecine que j'aimerais. À mon avis, il y aurait quand même eu rupture. Mais bon, dur à dire. Ouais, dur à dire. Donc là, tu repars, on va dire, plus serein, dans le sens où tu es certain que tu veux toujours soigner les animaux. Ouais. Tu as déjà parlé d'avoir peut-être eu déjà cette petite graine d'ostéopathie et de médecine alternative. Quand est-ce que ça se présente, cette opportunité? Quand est-ce que tu crées cette opportunité d'aller te former en ostéopathie? Du coup, quand je reprends le travail dans une clinique rurale, mixte, avec une canine qui se développe, et on me propose un poste un petit peu self-service, c'est-à-dire on me dit ok, on a besoin d'un veto, canine, rural, garde, pas de garde, autant de jours que tu veux, fais ton truc quoi.
Du coup, là, moi, j'étais ok, bah, très bien, on va reprendre tranquillou bilou, 2 jours par semaine, canine pure, sans garde. Du coup, j'ai commencé comme ça. Eux, ça leur faisait grave du bien parce ça pouvait les décharger un petit peu de canine. Et du coup, dès la première année, je me suis rendu compte que la canine qui était demandée, enfin, en tout cas, que la clientèle en canine dans cette clinique-là était croissante. C'est-à-dire que il y avait de plus en plus de gens qui venaient, de nouveaux clients. Il n'y avait pas énormément de cliniques canines dans les environs qui pouvaient faire de l'ombre à cette clinique-là. Du coup, les gens étaient contents et de plus en plus contents. Et du coup, moi, j'étais avec aussi des jeunes vétos canins qui faisaient leur boulot. Du coup, on était vachement consciencieux de cette canine. Donc, on essayait de proposer de la médecine de plus en plus poussée avec des analyses, des hospitalisations, des chirurgies. Moi, j'avais des contacts avec des chirurgiens itinérants. Donc, on commençait à développer un petit peu plus cette canine-là. Et au fond de moi, j'avais cette fameuse peur de pas être suffisant, de pas être assez. Et comme j'avais fait quasiment que des études en rural, j'avais travaillé qu'en rural, je me disais, en fait, là, je suis en train de faire le syndrome de l'imposture par excellence, quoi. Je dis non, en fait, je suis pas du tout véto canin, ça va pas le faire, les gens vont s'en rendre compte. Du coup, je me suis dit, il faut que je me spécialise, il faut que j'arrive à faire quelque chose où je peux me démarquer, où je me sens un petit peu plus à l'aise. Et à ce moment-là, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, soit j'essaye de faire de la chirurgie, je kiffe la chirurgie, je kiffais la chirurgie à ce moment-là, et j'aime toujours la chirurgie, je trouve ça passionnant. Je peux rester des heures, c'est pas conseillé, mais je peux rester des heures à faire de la chirurgie sans m'embêter. Et du coup, je me suis dit, soit je pars en chirurgie, soit je pars en autre chose, mais il faut que je me spécialise, quoi. Du coup, j'avais repris justement contact avec ce chirurgien itinérant qui cherchait éventuellement du compagnonnage, et on en avait parlé. Et bon, moi, ça m'avait grave chauffé, mais il fallait que je prenne beaucoup de temps sur mon temps perso pour le suivre et puis passer des examens et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, les examens, ça me saoule. J'ai pas envie de repartir dans ça. Et puis, ouais, il y a ce petit attrait ostéopathie que moi, je connaissais pour moi-même, que je voulais développer sur mon premier boulot, que j'avais pas pu développer. Et aussi, je pense, des témoignages de la clientèle qui me disaient, est-ce que vous connaissez de la médecine alternative? Et j'étais là, médecine alternative, moi j'en entends jamais parler, j'en ai jamais entendu parler pendant mes études. La phytothérapie, très globalement, on m'en parle et on a des produits de phyto dans la pharmacie, mais j'y pompe rien. Et là, je me suis dit, ça pourrait être cool de pouvoir faire de la médecine avec ses 10 doigts, juste avec ses 10 doigts, parce que s'il se passe quoi que ce soit et que, je sais pas, il y a un effondrement, je sais pas quoi, je pourrais quand même soigner avec mes 10 doigts. Et du coup, c'est parti de là. Et je me suis dit, ouais, grave, vas-y, lance-toi là-dedans. Donc là, je suis juste allé sur Internet, j'ai regardé ostéopathie, vétérinaire, j'ai vu qu'il y avait des écoles. J'ai commencé à téléphoner à une véto qui m'avait contacté sur Facebook sur les discussions de vétérinaires pratiquant l'ostéo. Et de là est arrivé, je me suis inscrit. Par le mystère de l'univers, j'ai été accepté l'année qui a suivi, et voilà, j'ai enchaîné sur cette école-là parce que justement ce besoin de peut-être de me réconforter avec une spécialisation entre guillemets, ouais. Et là, t'as une sorte de coup de foudre, je pense, puisque tu m'avais dit en bio. Comment ça se passe tout ça? Du coup, j'intègre l'école. Alors, je suis très nul avec les dates, donc je vais pas forcément sortir de date. Mais j'intègre l'école d'ostéo, et elle se passe sur 2 ans et demi, un petit peu plus pour nous parce que on a été coupé par le Covid, donc ça a été un peu bouleversé. Mais du coup, en 2 ans et demi, l'idée c'est de t'amener tout plein d'outils. Donc on t'ouvre une malle avec
je sais pas, une trentaine d'outils pour soigner avec tes doigts. Et on te présente un petit peu tout dès le début. Donc on te parle de musculo-squelettique, ce qui est globalement la chose la plus connue en ostéo. Et c'est pour ça que moi j'y allais, parce que tous les ostéos que j'avais vus pour moi me faisaient craquer dans tous les sens et j'adorais ça. Je trouvais ça, ça me faisait du bien. C'est pas que je kiffais qu'on me fasse, qu'on me torde dans tous les sens, mais vraiment ça me faisait du bien. Donc je me suis dit ouais, l'ostéo c'est ça quoi. Donc du coup voilà, premier séminaire, on te parle un petit peu de toutes les techniques. Et dans ce séminaire-là, on commence à me parler de trucs complètement ésotériques, d'énergétique, de plein de notions qui pour moi étaient du domaine de la fiction ou de la folie mentale, quoi, presque. Et du coup, je me dis bon ben, on continue, on voit. Deuxième séminaire, on entame vraiment le premier outil, et là, une sorcière druide qui commence à nous faire des cours sur l'énergétique, l'informationnel, les vies après la mort et les anges. Là, moi, j'ai un peu eu peur, où je me suis dit ok, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, et en même temps à essayer de lâcher prise, parce que j'avais confiance au fait que ce soit des vétos qui faisaient le cours, des vétos qui indiquaient que ils exerçaient en tant que vétérinaire ostéo et en tant que vétérinaire classique. Donc ils avaient un pied dans la médecine classique à fond, vaccination et tout bazar, et un pied à te dire qu'ils soignent avec des gouttes, avec des mains, avec des énergies, des chakras et des machins. Donc je me suis dit bon, si t'y vas à fond, t'ouvres les écoutilles et fais confiance et tu verras quoi. Et en fait, ça a été le début de l'ouverture d'un nouveau monde, si ce n'est de plusieurs nouveaux mondes. Et du coup, un remodelage de toutes mes connaissances et de toutes mes croyances, surtout à partir de là. Donc ça a été une phase très très compliquée. Où chaque séminaire où je revenais, j'avais des nouvelles notions, j'avais des nouvelles frontières qui avaient explosé en 1000 morceaux, et du coup plein de croyances aussi qui explosaient, où je me disais mais en fait tout ce qu'on m'a appris ça existe, mais c'est un nanogramme de ce qui existe dans le monde, et donc là j'ai commencé à m'ouvrir à ça, à le développer et à jouer en fait avec ça, à le découvrir, à forcer un petit peu aussi les expériences. Je suis devenu très très ami avec cette prof accompagnatrice sorcière qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a fait me rendre compte dans ma propre expérience que ces choses existaient, et qui, je pense, dans mon mental bloquait énormément, et à réconcilier avec une partie de mon enfant intérieur qui, depuis que j'étais tout petit, parlait aux animaux, parlait aux arbres, parlait aux morts, parlait au monde subtil sans savoir ce que c'était, et du coup reprendre cette place dans mon corps là, et du coup ça a été un coup de foudre, on va dire scientifique, parce que j'ai redécouvert à l'apprentissage de la médecine, et un coup de foudre aussi à l'approche de l'animal. C'est-à-dire que je commençais à m'embêter un petit peu dans le métier de vétérinaire, parce que t'enchaînes toutes les 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, t'as le stress, il faut que tu fasses ça, que t'envoies cette analyse, en même temps tu prends une consultation, puis tu sais que t'as l'hospice qui attend, et puis tu calcules plus l'animal. Ça devient une espèce de bulle de maladie dans laquelle tu injectes des choses, tu en reprends d'autres pour faire des analyses, mais que tu ne conçois pas comme entité sur la table, tu vois. Et l'approche de l'ostéo, la première approche de l'ostéo, c'est le centrage de soi-même, et le centrage de soi-même avec l'animal, pour créer ce dôme d'écoute que tu peux avoir avec l'animal, pour pouvoir rentrer dans ses vibrations et de pouvoir te déplacer dans ces méandres de tissu, et arriver à dénouer les choses, quoi. Et du coup, les premiers exercices de centrage, moi, m'ont été d'une aide précieuse pour mes consultations,
pour pouvoir justement moi me recentrer dans les moments durs, mais pouvoir passer du temps avec les animaux. Et plus j'avançais dans cette formation, plus mes consultations étaient détendues et où je me disais en fait j'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon à cause de ci ou de ça. J'ai envie de travailler comme je veux. Bon, c'était pas possible parce qu'on avait quand même le stress de la clinique et la clinique était sacrément mal organisée pour ça. Donc j'avais quand même ce stress-là qui me bouffait les organes. Mais je savais que moi, quand j'étais avec l'animal, j'étais bien et que c'était comme ça que je voulais travailler. Donc c'était une nouvelle. J'ai vraiment fait la paix avec mon métier comme ça. Je me suis dit ok. Je sais que je veux plus travailler comme on me demande de travailler, mais par contre, de cette manière-là, comme moi je travaille avec les animaux, avec l'approche ostéopathique, c'est comme ça que je veux bosser. Donc ça a été un peu une révélation, parce que oui, ça a été dur, même après quand j'ai bossé en canine, c'était assez compliqué de me dire je vais rester dans ce type de métier toute ma vie. Je me posais énormément de questions, j'étais pas du tout certaine de continuer, j'étais en souffrance avec les patrons aussi, on n'était pas forcément d'accord sur la manière de travailler, et je restais là parce que je voulais finir cette formation d'ostéo, et qu'une fois que la formation d'ostéo était terminée, je verrais quoi. Mais j'étais en souffrance en clinique normale, donc ça m'a fait du bien de me dire ok, la formation que je fais va m'apporter quelque chose de nouveau sur lequel je vais pouvoir vraiment m'appuyer ensuite quoi. Qu'est-ce qui s'est joué selon toi pour que cet enfant connecté au subtil qui veut devenir vétérinaire devienne un vétérinaire binaire, la science on va dire versus l'ésotérique? La question je me la pose toujours, je suis toujours dans cette recherche de est-ce que il s'est passé vraiment quelque chose, est-ce que c'est moi qui l'ai fait au fur et à mesure, quels sont les facteurs pour que cet enfant intérieur qui était si naïf mais en même temps si connecté soit devenu de plus en plus à l'arrière-plan quelque chose de lointain. La réponse, je l'ai pas vraiment aujourd'hui, mais je commence à toucher du doigt un petit peu certaines choses. Je pense que la scolarité m'a beaucoup affecté, entre guillemets. Je sais pas si c'est négatif, j'en ai pas vraiment souffert, mais avec le recul, je pense que ça te limite dans un schéma, ça te limite dans des croyances, et je pense qu'il y avait une peur aussi de pouvoir développer ce genre de choses. Moi, j'ai pas été éduqué dans une famille de hippies à marcher pieds nus par terre et danser avec les éléments. J'ai grandi dans une famille qui était très ouverte, mais on parlait pas forcément de ça. C'était pas un sujet. La méditation n'était pas un sujet, les consciences modifiées n'étaient pas un sujet, l'approche du subtil n'était pas non plus quelque chose de c'était pas un sujet quoi. Et du coup je pense que c'est cette peur aussi de passer un peu pour le bizarre, puis personne d'autre en parle autour de toi, donc je pense que quand tu te développes dans une famille entre guillemets classique, tu le mets un peu de côté quoi. Et ça c'est pour l'enfance. Après je pense qu'à partir du moment où je suis rentré au collège lycée, moi je fonctionnais un petit peu où t'es bon à l'école, du coup plus j'étais bon à l'école, plus j'avais des libertés. C'était un petit peu comme ça que je voyais la balance. Et du coup, il fallait que je sois bon à l'école, il fallait que je sois bon. Et du coup, le petit enfant intérieur, il s'est focalisé sur ça. C'est pour être libre, il faut être bon à l'école. Et ça m'a amené dans le monde scientifique assez logiquement, parce que au collège, quand t'es bon, on te dit va en sciences. Du coup, j'ai fait de la science, et parce que j'aimais bien la science aussi, mais du coup, tu rentres dans un nouveau truc encore plus carré, encore plus avec une sorte de joug de domination de la science actuelle, avec ses limites quoi. Et
ça laisse pas la place vraiment au reste, à la sensibilité, à développer de l'artistique par exemple. Enfin, les cours de sciences, le lycée quand t'es en S, la philo et les arts plastiques, on s'en fout, c'est même risible. Donc du coup, tu développes tout un esprit critique scientifique. Et moi, j'étais persuadé jusqu'à il y a 5-6 ans que le monde était gouverné par la science telle qu'on me l'avait appris et qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. C'est-à-dire que c'était ma religion presque. J'adorais ça. J'apprenais par cœur la science. Pour moi, il y avait que ça. Et j'ai fini par switcher. Et je me rappelle, mon amoureux de l'époque, lui qui était très sensible aussi, et notamment aux énergies et tout ça, qui pouvait m'en parler, des trucs comme ça. Et je le regardais avec un sourire. Enfin, c'était vraiment presque oui, t'es mignon, mais t'es un peu perché, quoi. Donc j'ai vraiment eu cette espèce de switch où je pense que je me suis protégé dans cette science pour ne pas voir autre chose, et parce que j'avais besoin de sécurité, et que pour le coup la science est quelque chose de sécuritaire, de très voilà, il y a des preuves, et tant qu'il y a des preuves, tu peux t'appuyer sur ces preuves-là. Tout ce qui est du domaine du ressenti et du subtil, il y aura jamais de preuves, et grand Dieu merci. C'est du domaine du ressenti, de l'intuition et de l'interne. Donc en fait, il y a pas de preuve. La preuve, elle est personnelle. C'est de l'empirisme pur et dur. Donc c'est moins sécuritaire pour un cerveau scientifique et cartésien. Pour le mien, ça n'allait pas du tout. C'était pas possible. Donc je pense que c'est comme ça, ouais, que je me suis coupé de ce petit enfant intérieur. Merci pour ce partage. Je pense qu'il résonnera sans doute avec pas mal de nos auditeurs. Donc ça y est, toi tu lâches on va dire le cordon sécuritaire de la science, et tu commences à prendre des risques. D'ailleurs, tu décides de te lancer en ostéo seul en ostéo, en faisant que de l'ostéo plutôt. Et là, malheureusement, nouveau clash avec la profession. Ouais. Et c'est suite à ça que de nouveau rupture, tu décides de partir en voyage. Je te laisse nous raconter cette période. Ouais. Du coup, j'ai commencé l'ostéo pur, on va dire, avant la fin de mon cursus ostéo. C'était juste après le confinement, le premier confinement. Là, j'ai complètement éclaté, on va dire, dans la clinique où je travaillais en véto normal. Donc j'ai posé ma démission, j'ai passé l'été à bouger comme je sais bien le faire, et arrivé septembre-octobre, je me suis mis en contact avec une véto qui faisait de l'ostéo et de la physiothérapie. Donc elle faisait surtout de la physiothérapie, mais elle proposait aussi de l'ostéo à la base, et elle cherchait un véto ou une véto pour l'aider à récupérer des consultations d'ostéo pour lui laisser plus de temps en physiothérapie. Donc moi, c'était nickel, ça m'allait très bien. Donc on a commencé à travailler ensemble pour savoir un peu comment je bossais. J'ai fait des stages. De toute façon, je devais faire des stages aussi pour valider ma formation en ostéo. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, le lieu en plus me plaisait beaucoup. C'était sur la côte basque, et ça faisait un moment que j'avais envie de me rapprocher de l'océan. Et j'étais vraiment en recherche de travailler l'ostéo. J'étais hyper motivé pour mettre enfin les mains dans la pâte et faire mon expérience, parce que la formation en ostéo, tu fais plein d'ostéo et tout le monde te dit ah oui, enfin tout le monde, les profs te disent ah oui, c'est très bien, t'as senti ça, mais au final on fait pas forcément des consultations sur des animaux qui sont malades. On fait des consultations sur des animaux de propriétaires de chiens, d'éleveurs, etc., sur des animaux de centre équestre ou des vaches d'élevage.
mais qui ont pas forcément un motif d'appel. Du coup, bah, t'as l'impression de faire quelque chose, mais au final, c'est le motif d'appel, il y en a pas vraiment. Donc, t'es un peu frustré. Enfin, moi, j'étais un peu frustré. Je me disais, est-ce que ce que je fais, ça sert à quelque chose, quoi. Du coup, c'était un peu l'épreuve du feu, de me dire, bon, ben, vas-y. Là, tu penses que tu sais faire quelque chose avec tes 10 doigts, ben, vas-y et tu verras bien. Et du coup, je suis arrivé dans cette clinique un petit peu, ouais, la fleur au fusil, en disant moi j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de faire de l'ostéo, si je peux apprendre de la physio, ça va être génial, ça sera que complémentaire, donc on s'arrange. Et du coup, bah encore une fois, j'ai dit un peu oui à tout, forcément avec des boulots sans contrat, pas payer les premiers mois, enfin vraiment du gros n'importe quoi quand j'y repense maintenant. Parce que j'avais tellement envie d'arranger et de me dire j'ai envie de travailler et ce contexte-là me va. Du coup, je suis prêt à accepter un petit peu n'importe quoi pour que ce soit facile pour toi, pour la patronne. Et je pense que elle était pas forcément consciente non plus de ce qu'elle faisait et tout n'était pas forcément dans la méchanceté. Mais au fur et à mesure, en fait, moi, ça m'a grave mis dans la merde parce que bah du coup, j'étais pas payé quand il fallait que je recompte tout, il fallait que et bon, ça a été assez compliqué. J'étais pas le seul à ressentir ça aussi. Donc, encore une fois, perte de confiance au patronat, perte de confiance dans la parole, tu vois, me dire, mais attends, moi j'ai dit ça depuis le début. J'avais quand même bien travaillé aussi de mon côté sur la communication. J'avais appris à parler, j'avais beaucoup plus développé, même la partie financière, c'est-à-dire que quand t'es débutant en veto, bah tu peux pas parler d'argent parce que ça te fout trop la frousse et que t'as l'impression d'être le gars qui n'attend que de la thune et ben ouais, en fait on fait quand même un travail pour gagner de la thune et à ce moment-là je me suis dit bah attends, t'as cet âge-là, t'as fait une école, tu t'es spécialisé en ostéo, donc tu vas demander des sous à la hauteur de ton moment passé pour ça. Et du coup, j'ai appris à parler d'argent quasiment direct, et à dire bah voilà, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas, est-ce que tu veux qu'on en reparle, là. Et je me suis fait un peu avoir. Je me suis fait un peu avoir là-dedans parce que ça te va pas, bon attends, on va attendre un mois de plus, on va voir si je suis si mes consultations sont suffisantes pour toi, etc. Sauf que en fait tout le monde m'a dit mais ça se passe pas comme ça, enfin si un patron qui a besoin de toi, il a besoin de toi et il te paye et puis c'est tout. Et c'est vrai que moi j'avais toujours ce syndrome de l'imposture où je me disais mais je sais pas si je vaux le coup. Donc c'est normal que je fasse un effort de mon côté et que je dise tant pis si tu peux pas me payer comme ça, on va s'arranger. Sauf que en fait quand l'honnêteté n'est pas dans les deux côtés, ça peut pas marcher. Donc je me suis encore cassé la gueule et à ce moment-là j'ai compris, je pense aussi que j'étais pas fait pour travailler avec en tout cas avec les gens avec qui j'avais croisé la route jusqu'à présent. Je pouvais pas travailler en binôme ou en trinôme, que j'avais besoin de voir moi comment j'avais besoin de travailler. Donc je me suis dit écoute, barre-toi. Donc je me suis barré. Ça a été assez compliqué, mais à la fin j'étais quand même content d'être parti. Ça me manquait beaucoup l'ostéo. Du coup je me suis dit écoute, lance-toi en solo. J'ai fait d'autres stages avec d'autres vétos. Je me suis dit trop bien sur Toulouse. J'ai rencontré des vétos extraordinaires qui faisaient de l'ostéo et qui m'ont montré que c'était possible de s'installer, possible de s'en sortir, que j'avais pas besoin de gagner des milliers des cents pour m'en sortir. Donc je me suis dit il faut que je me lance. Mais j'avais quand même cette envie au fond de moi qui est restée depuis toujours et qui était très très présente, de voyager et de profiter de temps libre avant qu'il soit trop tard entre guillemets. Et ça grandissait. Et du coup, au moment où je suis parti de la côte basque, je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment un peu charnière où je pars faire un petit peu mes propres expériences personnelles, je mets un petit peu de côté ma vie professionnelle
Et quand je reviendrai, je pourrai m'installer quelque part et m'investir énormément dans mon métier comme je sais le faire, donc c'est-à-dire corps et âme, et quitte à ne plus avoir trop de temps pour moi pour partir et voyager, mais parce que je sais que je me développerai dans mon métier et que je kiffe bosser, quoi. Donc c'est comme ça qu'est né cette volonté de voyage, ce projet de voyage, c'est de me dire ok, tu te laisses 2-3 ans et tu crées ce que tu as toujours voulu faire. Et à ce moment-là, j'avais envie de renouer avec la voile, avec le voilier. J'en avais fait un petit peu quand j'étais plus jeune, un petit peu adolescent, et puis j'en avais refait juste avant le confinement avec des copines. On voulait un petit peu se lancer dans la voile, dans les régates et tout ça. Ça a très vite avorté à cause du confinement. Je m'étais pas remis trop là-dedans, mais je me suis dit, là, moi, le bateau, j'ai grave envie de m'y remettre. Donc voyager en bateau pour savoir si c'était peut-être éventuellement une manière de vivre qui colle avec moi, avec mon côté nomade, à pas réussir à m'ancrer à un seul endroit, toujours besoin de bouger, de voir des nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc je me suis dit peut-être que ça peut le faire. J'avais déjà essayé la vie en van qui m'allait aussi, mais bon, les routes c'est pas pareil que les mers. Du coup, je m'étais dit, voilà, ça partait un peu de ça. On va voir. J'ai envie de voyager en bateau, donc en bateau stop, et pour l'expérimenter de manière pure et dure et voir si ça peut coller avec ma vie. Et le deuxième axe de mon voyage, c'était essayer de trouver de me retrouver dans des pays, retrouver des parties de moi qui, je pense, sont un peu éparpillées aux quatre coins de la planète, et essayer de rencontrer des gens qui ont une notion de la vie et notamment de la médecine qui serait complètement différente de moi, ma vision de ce qu'on m'a appris, de ce qu'on m'a fait voir et expérimenter. Et voilà, l'idée, ce serait de rencontrer des tribus, entre guillemets, ou des gens, des familles de personnes qui ont ces notions-là, qui ont ces pouvoirs, ces connaissances ancestrales sur la médecine, que je pourrais adapter à une médecine animale, mais aussi que j'aimerais réaliser pour moi et dans un but de construction personnelle et de développement intérieur, quoi. Donc voilà, l'idée c'est ok, je lâche tout, je pars en bateau faire un tour du monde et je m'arrête dans les endroits où le flow m'amènera pour grandir ce sac à dos de savoir et d'expérience, et pouvoir revenir un jour quelque part, me poser enfin peut-être et faire une médecine qui me ressemble plus. Donc là, tu as une graine qui a déjà plus que germé. Tu es pratiquement prêt à partir. Est-ce que tu pars la fleur au fusil à la recherche de l'inconnu, ou est-ce que tu as préparé minutieusement dans les moindres détails ton voyage ? Alors je l'ai un petit peu préparé parce que du coup l'idée c'est de partir direct avec une transatlantique. Donc je me dis ok, il faut quand même que je prévoie un petit peu comment je pars. L'année qui a suivi, j'avais déjà refait du bateau, j'avais réorganisé un convoyage. Donc j'étais matelot sur un bateau pour un capitaine qui voulait descendre son bateau de la Bretagne jusqu'au alors c'était jusqu'au Portugal. À la base, on devait partir jusqu'en Tunisie, je crois. Mais au final, on s'est arrêté au Portugal. Donc là, déjà, moi, ça avait été un petit aperçu où je me suis dit, ok, la voile, c'est bon, ça c'est ok, je kiffe trop. Les traversées en plein milieu de la mer, ça me botte. Et du coup, ok, on part en transat direct. Et comment faire? Donc en gros, la recherche s'est articulée sur presque 5-6 mois.
parce qu'il fallait que je parte en septembre-octobre, mais bon bref, j'avais des obligations de date, donc je pouvais pas partir avant une certaine date en octobre. Donc je cherchais un bateau sur les sites internet qui existent de soit de convoyage, soit de bateau stop. Donc ça a été la première organisation, on va dire, et la seule au final, qui était pour moi déjà suffisante. Je me suis dit, j'avais pas vraiment cette notion-là que je vais dire, parce que là c'est les 8 mois de voyage qui me le font vraiment comprendre, mais je pense que je me suis dit à ce moment-là, on verra après. Déjà, fait la transat, c'est déjà un gros voyage en soi. Donc, essaye d'organiser ça pour pouvoir partir et ensuite tu verras. Donc ça, c'était un petit peu le truc qui venait dans la tête. Même si après, je me suis dit, ok, je fais la transat, ça va m'amener dans les Antilles ou en tout cas dans l'arc antillais. Je rejoindrai l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud, j'irai pèleriner un petit peu partout et le but étant de me poser ensuite en Amazonie. Au cœur de l'Amazonie, trouver ma tribe et m'expérimenter là-dedans. Donc j'avais cette espèce de mini plan dans la tête, mais à part organiser, qu'est-ce qu'il me faut comme carte bleue, mes assurances et les légers trucs comme ça. Sinon, ouais, j'y suis allé un petit peu la fleur au fusil et j'en suis content au final, même avec ce recul-là, je suis content d'avoir pas plus organisé parce que même avec ce peu d'organisation, au final, je me suis rendu compte que rien ne marchait comme on attend, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé le plan transat un peu au dernier moment. C'était septembre ou octobre, j'avais toujours pas de plan, donc je commençais vraiment à désespérer. Et c'est une amie d'amis qui connaissait une amie qui connaissait donc les fameuses histoires et qui m'a mis en contact donc du coup avec deux nanas qui partaient ensemble sur une transat et on s'est contacté, on a bien accroché par téléphone. Il s'avérait qu'elles étaient pas très loin de Toulouse, donc on s'est rencontrés avec une des deux. Et puis ensuite c'était bon ben on part tous sur La Rochelle et puis en avant quoi. Sauf que ça s'est pas passé comme ça dès le début. Le premier bateau avec lequel on devait partir a été annulé parce que à ce moment-là, il y a eu des grosses tempêtes sur les côtes bretonnes de l'an dernier, du coup de l'hiver dernier, qui a abîmé énormément de bateaux et du coup le bateau qu'on devait convoyer ne marchait pas. Il s'appelait Not Working, donc je pense que c'était l'univers qui voulait ça. Je comprends pas trop comment on peut appeler un bateau Not Working, mais bon. Bref, du coup, bateau annulé et on avait 3 semaines, je crois, à attendre que le bateau soit réparé. Du coup, on s'est dit bon bah on est là, on n'avait rien prévu d'autre, donc pourquoi pas partir ensemble. Du coup là on s'est dit on part ensemble, on apprendra à se connaître comme ça. Donc on est parti en Galice ensemble en voiture pour aller faire du woofing dans une ferme d'ânes d'un gars qui récupérait des ânes et tous les animaux possibles et imaginables. Enfin, c'est une sorte de gros centre de récupération d'animaux. Et ça a été le début de nos aventures complètement what the fuck parce que rien ne fonctionnait comme il fallait que ça fonctionne. Et voilà. Et du coup, c'est là où on s'est dit bon bah, je crois que là on est parti pour du qui viva verra. Et au fur et à mesure, bon ben, on a réussi à avoir ce bateau, enfin un nouveau bateau, un mois plus tard, après être passé. Retourner en France, puis repartir au Portugal, refaire du bateau stop, ne rien trouver, puis repartir en France. Bon, ça a été un peu la galère, ça a été un peu le mois et demi où on arrivait, on repartait, mais qui a été une sacrée expérience pour nous trois et une force de connexion qui nous a bien servi pendant la transat. Une bonne première leçon de lâcher prise et d'apprentissage de l'imprévu du voyage, j'ai l'impression. Complètement. Est-ce que tu as des peurs à ce moment-là, avant de partir? Ouais, ma première peur, c'est de pas partir. Ma première peur, c'est de me dire, ok, la transat, ça peut se faire jusqu'en décembre, janvier grand max.
J'ai pas de date de retour, donc j'ai pas de stress à ce niveau-là. Je loupe un mois, je loupe 2 mois, etc. Mais plus ok, moi mon envie c'était vraiment de faire la transat. Si je trouve pas de bateau, là j'ai pas envie d'y aller en avion. C'est pas mon projet, c'est pas comme ça que je veux traverser cet Atlantique. Donc j'avais vraiment peur de pas explorer ça et de commencer direct avec ok, je pars dans un pays comme tout le monde entre guillemets. Et moi je voulais pas faire comme ça. Je voulais vraiment commencer par ce voyage sur la mer lent. Je voulais pas arriver dans un pays, je voulais arriver lentement dans un pays avec le temps pour me préparer, le temps pour comprendre mon voyage, le temps pour dire au revoir aussi à mon ancien moi. J'avais besoin de faire cette espèce de deuil et d'acceptation de nouveaux chemins, de nouveaux parcours et de commencer à ouvrir tous les possibles pour le voyage qui allait arriver, quoi. Donc j'avais vraiment peur de pas trouver de bateau et ensuite forcément j'avais quand même peur de partir seul, je pense, parce que pour moi c'était quand même la première fois que je partais seul aussi longtemps sans avoir de but. C'était un truc un peu qui était un peu vertigineux dans le sens où ok, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Si je me suis retrouvé certaines soirées à parler avec les copains ou les amoureux, mais qu'est-ce que j'ai besoin, pourquoi je pars, est-ce que j'ai besoin de me prouver quelque chose, est-ce que je savais plus. Du coup, des fois, c'était un peu cette crainte-là de est-ce que c'est le petit caprice de la bientôt crise de quarantaine, est-ce que c'est le truc de la peur de la vie, de la routine, qu'est-ce qui me fait partir. Moi, j'avais ce truc, c'était plus une question, mais qui était un petit peu ensemencée de peur. Mais la peur principale, c'était de pas réussir à trouver de bateau. Mmh. Et j'imagine que tu en parles pas mal autour de toi, à ton entourage. Est-ce que tu te sens soutenu? Ouais, j'ai beaucoup parlé. J'aime beaucoup parler. Du coup, ouais, j'avais pas du tout de mal à parler de ce projet-là, mais déjà depuis 1 an, hein, j'en parlais un petit peu autour de moi. J'ai été énormément soutenu par mes amis, par mon amoureux de l'époque, enfin mon amoureux qui est toujours mon amoureux, et ça m'a beaucoup aidé à continuer de construire ce projet-là, à me poser ces questions-là. Enfin, tous les gens me disaient, mais bien sûr, c'est exactement ça te va, je te vois trop faire ça, ou ça va être parfait, tu vas pouvoir déconnecter de plein de trucs. Enfin, du coup, il y avait beaucoup de gens, moi, qui me soutenaient. Ma famille aussi me soutenait. Ça a été un peu plus compliqué au début, je pense, à comprendre pour eux, parce que depuis le début, je pense, de ma vie, je leur ai fait toujours des petits coups à 90 degrés, si ce n'est à 180 degrés à chaque fois. Donc chaque fois, ils sont un peu surpris. Mais ouais, je fais pas souvent comme ce qui est censé être fait. Et du coup, au début, quand je leur ai dit, voilà, je veux partir voyager en bateau et faire le tour du monde, ça a été un peu genre, ok, mais pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas travailler là. Donc toutes les questions un peu classiques des parents qui s'inquiètent forcément pour leurs enfants et qui n'ont pas du tout vécu dans les mêmes contextes socio-économiques que nous, et qui pour eux, forcément, le travail est une source je pense, d'épanouissement et de sécurité, qui pour moi n'est absolument pas le cas. Même si je m'épanouis dans mon travail et que je suis content chaque fois que je fais de l'ostéo, au final, c'est pas dans ça que je m'épanouis, en tout cas pas maintenant. Et du coup, ça a été plus complexe à comprendre que moi, c'était pas forcément m'engager dans une vie, acheter un terrain, faire une maison, avoir des enfants et faire une famille. C'est pas ça que je recherche actuellement. Donc ça a été un peu plus, il y a eu besoin d'un peu plus de communication et d'explication sur mes attentes de la vie et sur ce que je cherchais, pour qu'il y ait eu ce soutien là. Mais j'ai toujours senti ce soutien, mais il a été plus présent quand il a été compris, quand mon projet a été compris et validé, on va dire, par le mental.
Donc ouais, j'ai eu Ouais. beaucoup de chance. Bah, chouette que tu aies pu partager les choses, de cette manière-là avec les gens que t'aimes et qui t'aiment. Ouais, ouais. Ouais, Ça ouais, ça non, ça a dû être un chemin en soi. ben carrément, c'était un chemin parce que je pense que et d'avoir rencontré aussi des personnes en solo, euh, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que il peut y avoir des situations personnelles où partir en solo ou partir sur un voyage, même pas forcément en solo, mais ça demande beaucoup de lâcher prise. Et moi à ce moment-là, j'avais aucune attache. J'ai aucune attache sur cet endroit de la terre. J'ai pas de famille, j'ai pas de prêt, j'ai pas de maison, j'ai pas de biens immobiliers. Ma famille va bien, je suis en relation amoureuse avec mon amoureux, mais c'est une relation qui est libre, qui est ouverte et qui est dans le polyamour. Du coup, je sais qu'on peut se retrouver dans plein de manières différentes. C'est une personne qui voyage aussi, donc ça me rassurait. Je me suis dit bah on pourra continuer à se voir malgré tout. Mes amis, c'est des amis que j'ai depuis que je suis presque quasiment tous depuis le collège, voire le lycée. On est très très soudés. Donc j'avais pas peur. J'avais pas peur de partir. Un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui me retenait. Je pense qu'il y a certaines personnes où bah il y a soit des projets immobiliers qui sont déjà en cours, des enfants, de la famille qui va pas forcément peut-être bien ou des besoins de soutien, etc. Et ça peut être des freins. Moi, ça, au contraire, enfin moi, même les gens qui m'aimaient le plus me disaient mais oui, bien sûr, pars. Qu'est-ce que tu fous encore là, presque. Donc c'était rassurant et ça ne faisait qu'appuyer cette démarche-là, ouais. Mmh. Alors oui, moi déjà que tu voyages, aujourd'hui, on sait que tu es revenu en France, mais que tu vas repartir, sans doute par la suite. Hem, Qu'est-ce que tu as trouvé sur ton chemin? Waouh. J'ai trouvé beaucoup de choses. Euh, je pense que la plus grosse partie des choses que j'ai trouvées, c'est des bouts de moi. C'est des mini compréhensions. Je pense qu'il n'y a pas de révélations en soi qui se sont faites comme si je me découvrais, mais le voyage en solo te permet de prendre le temps sur toi d'une autre manière que quand tu es seul chez toi dans ta zone de confort ou quand tu voyages dans une zone inconfortable mais avec des personnes. Je pense que oui, j'ai appris sur moi, sur ma manière de relationner, ma manière d'être vis-à-vis des gens, euh, sur le monde qui m'entoure aussi, sur la diversité du monde qui m'entoure, parce que bah des fois on reste un petit peu toujours dans sa zone ou dans son entre-soi, même si j'ai une volonté de pas rester trop dans mon entre-soi, mais bah, quand tu voyages dans des pays qui sont pas aisés ou des pays qui sont vraiment complètement différents, bah, ça m'a apporté aussi une richesse. J'ai appris aussi mes craintes, mes peurs sur l'inconnu, sur les gens qui ne me ressemblent pas, les gens qui sont pas comme moi, qui pensent pas comme moi. Mais ça m'a beaucoup, ouais, ça bouleverse énormément. Je pense que c'est des plein de petits apprentissages sur ouais, sur tes manières de fonctionner, tes manières de penser, voir que ça évolue aussi d'un mois à l'autre, que tu passes de peurs de peurs qui sont vraiment viscérales à un truc plus tard où ça fait ah bah ça c'est bon, ça j'ai vu, j'ai vécu, t'inquiète, il y a plus aucun problème, je peux ne rien organiser et ça va aller. Donc c'est ouais, un apprentissage aussi du lâcher prise qui de toute façon a commencé dès le premier jour, comme je t'expliquais tout à l'heure. Mmh. Au niveau du bateau, bon, on s'est dit ok, bon, allez vas-y, lâche prise. De toute façon, on est décisionnaire de rien du tout dans ce type de voyage-là où on se laisse complètement aller dans le flot. Ou en tout cas, moi, j'ai décidé de me laisser au maximum aller dans ce flot-là. Et il y avait des périodes où c'était plus difficile, des périodes où tu es plus en insécurité, des moments où, où le confort te manque, de chercher toujours où dormir, avec qui, comment, combien ça coûte, etc. C'est parfois un petit peu fatigant, c'est parfois même éreintant, ou
ouais, où tu cherches juste, allez, vas-y, juste un petit truc facile, s'il vous plaît. Donc ça fait partie aussi de ça, que le voyage, en fait, c'est la vie de base que tu vivrais en France, mais dans d'autres pays. C'est plus du tourisme. C'est pas du, ok, pendant 15 jours, je vais à Martinique, je vais aller faire ci, faire ça, on va aller faire un peu de snorkeling là, et puis voilà, les vacances sont terminées. Là, c'est bon, on rentre dans ce pays, on sait même pas quand est-ce qu'on va repartir. On fait un petit peu en fonction du visa, on fait en fonction des gens que tu rencontres, de ce qu'on te dit. Vas-y, va voir là, va voir là-bas, va pas là. Donc c'est c'est le premier apprentissage, je pense que c'est sur moi, sur mes envies, sur ma manière de relationner avec les autres, et du lâcher prise, quoi, du lâcher prise complet. Et voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est déjà pas mal. Et est-ce que tu as des moments un peu phares, des moments qui sont un peu révélateurs, on va dire, catalyseurs sur ce voyage? Est-ce que tu aurais 1 ou 2 anecdotes peut-être à nous raconter? Je pense que la plus grosse expérience, on va dire, qui m'a apporté, c'était presque quasiment la dernière expérience de mon voyage au Mexique, juste avant de rentrer en France. J'ai eu plein d'autres expériences entre-temps, dont des expériences dont on parlera peut-être plus tard avec les plantes à pouvoir, mais du coup, la dernière expérience a été cet endroit où je me suis retrouvé au Mexique, alors que j'étais un petit peu en perte de confiance sur moi, mes capacités à voyager. À ce moment-là, j'avais besoin de fluidité, de confort, d'une petite tribu que j'arrivais pas forcément à trouver. Je voyageais depuis 1 mois et demi en solo, et j'arrivais pas vraiment à trouver un endroit où me poser, où je me sentais bien. Et du coup, j'avais commencé à penser à, ok, je vais rentrer en France et je vais prendre un petit peu des vacances de mes vacances. Et du coup, je me suis trouvé un dernier endroit au Mexique où finalement j'ai retrouvé vraiment une tribu incroyable, et où j'ai rencontré beaucoup de backpackers qui ont partagé les mêmes choses que moi, les mêmes expériences que moi, qui m'ont rassuré aussi sur le fait que c'est pas facile de voyager, que c'est pas donné à tout le monde, qu'il y a plein de moments qui sont difficiles aussi dans cette expérience-là, et que c'est ok, et que c'est juste ok aussi de se dire vas-y, prends-toi un petit moment pour souffler, parce que dans la vraie vie, t'as besoin aussi des fois de moments pour souffler. Et du coup là, j'ai eu une expérience aussi psychédélique à ce moment-là avec des champignons mexicains que j'ai pris en cérémonie, et avec qui j'ai eu une longue discussion et qui m'ont apporté beaucoup d'informations sur mes envies de voyage, sur qu'est-ce que je faisais là, et que j'avais le droit aussi de m'autoriser de rentrer, revoir les copains, et ma petite zone de confort, ma petite tribu, et voilà. Donc là, on va dire que tu as mis un pied dans les médecines ancestrales. Quelle différence est-ce que tu dirais entre le Tristan qui a mis un premier pied sur le voilier et celui qui fait une pause en France aujourd'hui? Déjà, j'ai plus du tout peur de repartir. J'ai même très très envie de repartir. Ça, c'est l'une des plus grosses différences que j'ai, c'est que je sais que je sais m'adapter. Je pense que j'avais un peu peur de ça. C'est très bizarre parce que je suis quand même assez sociable, et je me fais quand même relativement bien des amis, mais j'ai toujours eu peur de me retrouver un peu seul, tu vois. Et en fait, là, j'ai l'expérience à parler, et je voyage jamais seul très longtemps, même quand t'es en solo. Donc là, j'ai vraiment pas du tout peur de repartir. Et je pense aussi que j'avais des attentes. La première fois où j'ai mis le pied sur le bateau, j'avais des attentes sur mon voyage, en me disant là, il faut que je parte, mais du coup, j'en ai parlé avec beaucoup de monde. Cette fameuse envie de faire du bateau, de découvrir les médecines ancestrales, d'en faire tout un projet, comme s'il fallait que je me justifie de quelque chose. Ok, là, je prends la poudre d'escampette, mais je vous explique pourquoi, et je m'explique pourquoi, et il me faut un but. Je pense que ça, c'était hyper important avant que je commence le premier voyage. Et là, j'ai juste envie de repartir voyager parce que
au niveau de la richesse culturelle et du développement personnel, moi je trouve ça absolument incroyable. Enfin, les développements que j'ai faits en voyage sont très très riches et j'ai appris sur moi bien plus que parfois en plusieurs années dans les mêmes endroits, quoi. Du coup, je suis différent à ce moment-là. Au moment où je te parle, j'ai un peu moins d'attente sur mon prochain voyage. Je me dis j'y vais et je verrai. De toute façon, je sais pas du tout de quoi demain sera fait. Je sais pas comment et ce que l'univers me proposera. Juste, je vais essayer d'être dans la réceptivité au maximum, dans l'accueil au maximum de ces expériences-là. Et je me rends compte aussi de la chance que je m'accorde. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens au Mexique, enfin sur ma route en bateau, un peu moins, j'ai moins rencontré de gens parce qu'on faisait quand même que bouger et on était quand même un petit comité. Mais à partir du moment où j'ai touché la terre au Mexique et même là sur mon voyage entre guillemets en France, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont témoigné énormément qui avaient des étoiles dans les yeux juste en écoutant mes récits et qui me disaient merci de me faire voyager, merci parce que moi je peux pas. Et j'ai trouvé ça hyper touchant et je me dis ouais, en fait je me donne cette chance-là, je me donne cette possibilité-là. Et ça, j'avais pas forcément trop conscience de ça, je pense, la première fois où je suis parti. Donc là, c'est avec beaucoup de gratitude que je me dis vas-y, repars et kiffe. Donc très peu de programmes finalement pour la suite. Qu'est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie, qui ont ce désir de partir, qu'est-ce que tu leur recommanderais? D'écouter son petit cœur. Je pense que c'est ce qui sera le plus proche de leurs besoins. C'est hyper difficile et ça peut faire peur aussi de suivre son cœur parce que forcément il dit pas forcément la même chose que la raison et qu'on est habitué à vivre dans un monde de raison et où il y a plein de choses qui sont matérielles et qui prennent leur place et qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, les sous, bien sûr, tu peux pas voyager avec zéro thune, bien sûr, si t'as des enfants, bien sûr, si t'as un conjoint, une conjointe, tu vas voyager différemment, donc il faut faire des concessions avec ça aussi. Mais globalement, le plus simple pour voyager, c'est d'écouter ses envies, d'écouter son cœur, vraiment se poser. Pas forcément partir sans rien réfléchir du tout, juste se poser 2 minutes, qu'on soit à l'aise avec la méditation ou pas. Je pense que c'est plus une lecture intérieure, une lecture du cœur de ce que t'as envie et de laisser un petit peu place à l'intuitif. Moi, dans le voyage, je sais que j'ai besoin de ça, même s'il y a des fois où il faut organiser les 3 prochaines nuits parce que on arrive dans une ville, c'est un peu galère, c'est un peu touristique ou justement pas du tout touristique, donc où est-ce que tu vas dormir, etc., etc. Il y a toujours un petit peu d'organisationnel et du coup place au mental qui va faire son travail. Mais c'est justement arriver à trouver l'équilibre entre ok, là je donne place au mental parce que il y a besoin d'organiser, mais je vais laisser aussi place à l'intuitif et au cœur. Où est-ce que tu vas aller? Comment tu veux le faire? Pour combien de temps? Est-ce que tu avais envie de voyager tout seul? Est-ce que tu as envie de voyager avec des personnes? Comment tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie de te faire un petit challenge? Est-ce que tu n'as pas envie de te faire un challenge? Moi, il y a eu des fois où j'étais là, mais en fait, là, j'ai besoin de repos. Arrête. Où j'étais presque dans l'ego trip où j'étais avec mes 40 kilos sur le dos en plein cagnard à vouloir faire mes 40 bornes de rando et d'avoir rien préparé en me disant je suis un aventurier de l'extrême et au bout de 2 jours complètement épuisé avec malade du bide à me vider de tous les côtés où je me dis mais en fait qu'est-ce que tu te prouves, enfin tu vois, à me dire écoute-toi 2 minutes, ok, de quoi t'as besoin? De te poser, donc tu rentres, tu prends un bus, tu vas sur la première grande ville, tu te prends une auberge de jeunesse et tu souffles.
t'es pas obligé de te prouver des choses tout le temps, t'es pas obligé d'intégrer aussi des choses tout le temps. Moi, j'avais aussi beaucoup ça, c'est ce truc de ok, je suis là pour découvrir des médecines ancestrales, donc je vais tout faire pour découvrir des médecines ancestrales et des gens qui s'y connaissent là-dedans et tout et tout. Et vraiment, c'est fatigant parce qu'en fait, tu ne penses qu'à ça et tu profites des fois presque plus du reste. Donc des fois, je suis genre non, mais en fait, t'as le droit d'être touriste lambda, d'aller faire des musées, de manger au resto et d'aller faire une cascade avec des touristes et prendre des photos en selfie. Enfin voilà, c'est aussi se dire de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant de ça. Est-ce que j'ai envie de challenge? Ouais, vas-y, je challenge, mais où est-ce qu'il est le challenge? Est-ce que je peux m'arrêter avant? Enfin, ouais, moi, mon conseil pour bien vivre un voyage, c'est être au maximum à l'écoute de soi et essayer de pas être dans le regard de l'autre et de ce que l'autre va voir à travers les réseaux, parce que ça a fait aussi partie des difficultés de notre génération de se dire je pars pas pour les autres là, je pars pour moi. Des précieux conseils. J'ai l'impression qu'on a fait que effleurer la surface de tout ce que tu pourrais nous raconter. Tu nous as déjà partagé énormément de témoignages et d'apprentissages très touchants. Et j'ai envie de dire, parce que tu es en chemin, se dire que ce podcast, il est aussi en chemin et qu'on a fait un premier épisode ensemble et que peut-être, si tu le voulais bien, tu serais prêt à nous accorder un deuxième épisode, peut-être vers la fin de la saison, quand tu auras repris le voyage et que tu seras de nouveau peut-être sur une autre étape avec d'autres apprentissages. Qu'est-ce que tu en dis? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense que ça colle très bien avec le timing de faire de faire de cette manière. On va voir comment ça se passe dans quelques mois. Écoute, à ce moment-là, je suis ravie. Je ne vais pas te poser la question de clôture, du coup. On la posera au prochain épisode. Et je te dis merci beaucoup pour tous ces partages. J'en ai des frissons. Et je te souhaite plein de belles choses et belles découvertes pour la suite. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.